Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et suis super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nous partons aujourd'hui ensemble du côté d'Anglet, à la rencontre de celui qui s'est imposé comme le surfeur explorateur français, Damien Castera. Après une belle carrière de longboarder, Damien a décidé de suivre l'exemple de son inspiration de toujours, l'écrivain Jack London, et de partir à l'aventure une planche de surf sous le bras. De l'Alaska au Liberia, en passant par Skeleton Bay en Namibie, il redéfinit la notion de surf trip et est aujourd'hui membre de la Société des explorateurs français aux côtés de Gérard Daboville, Isabelle Autissier ou Thomas Pesquet. Passionné de littérature, marqué par ses expériences de vie, Damien a échangé avec nous avec toute la sincérité qui le caractérise. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Damien Castera, l'aventure dans les veines. Salut Damien. Salut, bienvenue au Pays Basque. Merci de nous accueillir chez toi. Bienvenue sur Mordu. Ouais. Je suis super content que tu aies accepté l'invitation. Moi, pour commencer, tu es un peu le Sylvain Tesson du surf français. C'est flatteur. Ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Ouais, voilà, clairement. Et on enregistre en été au Pays Basque chez toi. On sort d'une période particulière, on a été confinés. Là, on est encore un peu assigné à résidence sur le pays, hein, même si on peut bouger. Toi, tu es un aventurier, un explorateur. Qu'est-ce que ça te fait de ne pas pouvoir bouger ? Je suis rentré au mois de mars, juste avant le confinement. J'étais en Indonésie, donc sur des îles un peu perdues. Je me suis posé la question de savoir est-ce que je restais en Robinsonade pendant 2-3 mois, le temps du confinement, ou si je rentrais ici. Au final, vu qu'on n'avait pas beaucoup de vues sur l'évolution du virus, on ne savait pas trop comment ça allait se dérouler. Je préférais sécuriser le retour au niveau de la famille pour être là si quelqu'un de ma famille était malade. Donc je suis rentré ici et comme tout le monde, je pense qu'on a eu cette sagesse incroyable où du coup j'ai mis à profit ce temps-là, donc où on pouvait pas sortir, on pouvait pas faire de sport vraiment, à part le crossfit. J'ai découvert le crossfit, quelle horreur. Et du coup je me suis mis j'ai écrit beaucoup, je me suis mis une vraie discipline d'écriture, donc tous les jours. Alors ça c'est marrant, toi tu as réussi à te motiver à écrire 5-6 heures par jour. Moi j'ai des potes qui sont artistes, écrivains et qui n'ont pas du tout réussir à pondre une ligne en disant moi j'y arrive pas. Toi t'as réussi à... Je comprends complètement. J'ai une pote, Diane Ducré, qui est écrivain aussi, qui elle pareil, elle n'arrivait pas forcément à écrire parce que la situation un peu anxiogène, voilà, on était un peu privé de liberté, donc on n'est pas forcément très motivé à écrire et puis on n'a pas forcément l'humeur pour le faire. Mais je suis parti en coloc chez un pote parce que je pense pas avoir assez de richesse intérieure pour passer 2 mois tout seul avec moi-même. Donc je suis parti faire une colocation chez un copain et en fait on s'est vachement motivé à prendre une routine dès les premiers jours, à se lever à 7h30, à prendre le petit-déj et puis de voir l'autre bosser, en fait ça motive pas mal. À midi on s'arrêtait, on regardait les infos et puis vraiment un papy-mamie quoi. Puis le petit crossfit à 17h et voilà. Et et puis c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que c'est très rare dans ma vie que je puisse me poser 2 mois sans sortir, parce que généralement je suis plutôt dehors. Donc pour l'écriture, c'est quand même, il y a un moment il faut se poser à une table. Si on veut écrire, il n'y a pas d'autre solution. Donc lire, écrire, se poser, j'ai vraiment pris ça comme une expérience. Et puis voilà, j'avoue qu'à la fin, au bout des 2 mois, l'air extérieur commençait vraiment à me manquer et j'ai eu plus de mal à écrire sur la fin qu'au début. Ce qui est assez rigolo, je suis pas surpris, hein. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais je me suis pas mal documenté sur toi. J'ai vu, il y avait un blog qui te parlait du boulot et toi tu disais le travail c'est pas pour moi. J'allais te dire free surfer c'est comme le métier le plus cool du monde, mais t'es un taffeur en fait, non ? La vie est trop courte, j'ai tellement de choses que je veux faire et tellement de vie que je veux vivre que c'est évident que on a l'impression comme ça que je pars en voyage, mais par exemple chaque voyage c'est presque 8 mois de préparation où j'essaye de lire un maximum de choses sur le pays, j'essaye de comprendre le pays. Après il y a toute la partie géographique, toute la partie logistique si c'est des expéditions, donc c'est pas mal de travail. Et puis après il y a un film à écrire ou il y a un livre à écrire. Évidemment qu'il y a une grosse partie de travail derrière que je considère pas du tout comme un travail. Moi quand je dis le travail n'est pas pour moi, c'est aller à l'usine, c'est faire quelque chose de... Évidemment qu'il en faut et que je ne critique pas ça, mais c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion et je ne considère pas ça comme un travail, même si c'est évidemment que c'est des journées des fois entières où j'essaie de coucher des mots sur un papier, où j'essaie de construire un film ou de raconter une histoire. Donc, Je vais rebondir sur ce que tu disais là, tu étais en Indonésie au mois de mars. Ouais.
toi, c'est vraiment depuis quelques années ton cœur d'activité, hein, aller découvrir des spots, mais aussi des personnes, des contextes économiques, politiques, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, au Libéria, en Alaska. Pas encore entendu parler de ton trip en Indonésie? C'était alors, pour être tout à fait honnête, c'était justement après pas mal À Bali et... Non, non, bah, je suis arrivé à Bali, on va dire à 20h. J'ai pris l'hôtel qui était le plus proche de l'aéroport, j'ai passé une nuit et à 6h du mat, je me suis barré sur une autre île. Non, je me suis pas du tout arrêté à Bali, mais non, c'était un trip où j'avais besoin quand même parce que c'est bien de raconter des histoires et c'est bien de faire des films dans des endroits où les vagues sont pas forcément incroyables, mais l'histoire prime sur le reste. Mais à un moment, je reste quand même un surfeur et il y a de temps en temps, j'ai besoin d'aller retrouver un endroit où il y a des super vagues et surfer pour surfer. Et en plus, j'avais déjà cette idée de livre et d'écriture. Donc, j'ai commencé en fait, je suis parti me mettre dans un endroit où il y avait des super vagues et où je pouvais en plus, en dehors du surf, écrire et travailler sur mon prochain projet. Ouais. Donc, on va dire que c'était pas un projet de film, c'était pas un projet professionnel, c'était on va dire des vacances. Et c'était où ces vacances alors exactement? Sur Sumbawa. Il n'y avait pas d'exploration, c'était vraiment, je ouais, voulais un truc. T'as l'air presque gêné de dire un spot Non, pas du connu. tout, je l'assume très bien. Non, mais je trouve ça super bien. Il y a des moments, tu as envie de galérer dans la jungle, quoi, et puis il y a des moments, tu veux juste manger du poisson, avoir ta cabane devant une super vague et profiter de vraiment du surf. Parce que le problème dans l'exploration, quand tu ne sais pas les spots, tu connais pas les endroits et tout, c'est que souvent, tu passes à côté des bons spots. C'est assez compliqué de rentabiliser un max au niveau de la qualité des vagues et tout, puisque tu n'as pas d'informations, tu sais pas où tu vas, tu découvres. Donc, si tu y arrives, c'est magnifique, mais il y a beaucoup de chances d'échec aussi. Donc là c'est presque, tu as 100% de chances de réussite, tu sais que tu vas avoir des bonnes vagues, que tu vas bien manger, que tu vas te reposer. Donc j'assume complètement. C'était des petites vacances. Ah ouais, c'est bien, Voilà. c'est cool. Ouais, parce que c'est vrai que quand on regarde ce que tu fais, peut-être pour ceux qui te connaissent pas, qui écoutent le podcast, on peut peut-être regarder, il y a un super docu, je trouve, le trip en Namibie, où tu vas surfer à Skeleton Bay. Skeleton Bay, c'est la vague incroyable. On a des vidéos où tu regardes le truc. Moi, je suis un très mauvais surfeur, jamais je pourrais aller là-dedans, mais tu vois les images, tu te dis, mais c'est la meilleure vague du monde, ça doit être incroyable. Toi, on voit ton trip, tu dis, voilà, moi j'avais prévu d'aller là, et puis tu l'as fait en mode roots, Ouais. et tu te dis, moi j'ai regardé le truc, je me suis dit, ah ouais, c'est pas fun, quoi, c'est dur, quoi. Ouais, c'est dur. Mais après, pour reprendre l'origine de tout ça, c'est vrai que moi j'ai grandi dans les livres de Jack London à la base. Donc tout ce qui est dur, tout ce qui est intense. C'est-à-dire qu'en fait, la Namibie, par exemple, c'est une vague qui est au milieu du désert du Namib. Et en fait, les tempêtes remontent d'Antarctique pendant l'hiver austral. Donc c'est le juillet-août, on va dire. Et en gros, il faut que ça soit très gros les vagues pour qu'elles puissent arriver au milieu du désert, enfin sur la côte, et former cette vague magnifique. Donc elle marche, on va dire, 3-4 fois par an. Dans l'été en tout cas. Et du coup, les surfeurs pros qui veulent aller là-bas, ils attendent les prévisions météo et au dernier moment ils partent. Ils savent que les vagues seront là et puis ils font un peu de sniping, quoi. Ils arrivent, ils scorent la vague et ils repartent. Et moi l'idée c'était de partir presque tout l'été, quoi. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins un swell dans l'été et puis de mettre à profit le temps où il n'y a pas de vagues pour explorer le pays. Et du coup on est parti du nord, on a contourné tout le désert, on est allé au sud dans le territoire des mines de diamants pour essayer de voir s'il y avait des accès à la côte, essayer de trouver des vagues où personne n'avait été. Ça n'a pas été hyper évident parce que c'est très contrôlé, voilà, on sait que l'Afrique et les diamants c'est quand même voilà. Donc mais c'était vraiment un super trip, ouais, parce que du coup le jour où il y avait les super vagues, il y avait des surfeurs sud-africains, californiens qui sont venus. Bon, ça reste on restait à une dizaine, une vingtaine, hein, c'est pas non plus la Chine, tu vois. Mais par contre, entre ces vagues-là, il y avait personne, quoi. Donc tu te retrouves à camper, mais au milieu du désert, dans des endroits fantastiques, et t'es tout seul. Il y a les phoques, il y a des animaux sauvages partout. C'est complètement dingue comme ambiance, quoi. C'est vraiment. Mais c'est vrai que c'était un peu dur, surtout sur la côte, parce que c'est un climat, on l'appelle la baie des squelettes, parce que en fait le courant de Benguela qui remonte du sud, c'est un courant froid. La Namibie fait très chaud et en fait ça crée un microcosme très ténébreux avec le brouillard, et du coup il fait très froid sur la côte alors qu'il fait 35 dans les terres. C'est une ambiance mais très fantomatique, c'est super bizarre comme endroit. Mais j'aime bien, c'est cool. T'es parti combien de temps là-bas? Je crois que j'ai fait 5-6 semaines, un truc comme ça. 5-6 semaines, et ça c'est combien de temps de préparation pour monter une expé comme ça? C'est pas vraiment de la préparation, en gros c'est pas je me prépare comme si j'allais grimper une montagne, donc je m'entraîne tous les jours physiquement. Je sais pas, c'est plus essayer de lire un peu sur l'histoire du pays et après essayer de voir
quelles alternatives il y a, tu vois, contourner le désert, aller dans le sud, est-ce qu'il y a des accès à la côte, dans quel endroit tu étudies les cartes, tu essayes de voir par rapport au découpement de la côte, est-ce qu'il y a des vagues susceptibles d'être bonnes, et est-ce qu'il y a des accès possibles. Donc c'est grosso modo pendant 6 mois j'ai essayé de bosser là-dessus quoi. Et puis après oui il faut trouver les financements. Voilà, il c'est faut ce que trouver... j'allais dire. Dans préparation, voilà, je pensais surtout à la partie financement parce que ça coûte un peu d'argent. Ouais. Toi, c'est ton taf, quoi. Tu fais pas ça que pour les vacances, quoi. Donc, t'as besoin bien aussi sûr. de, Voilà, ouais, de vivre là-dessus. Donc, j'imagine que ça prend du temps. C'est toi qui vas chercher les financements en direct? Comment ça marche? Ben, à cette époque-là encore, les sponsors avaient encore un peu d'argent, donc c'était mon sponsor principal qui payait tout. Donc moi évidemment que pour valider ça, il faut construire un dossier avec toute une histoire et expliquer ce qu'on veut faire et le film qu'on veut faire, comment on veut le raconter. Donc c'est pour ça qu'il y a toute une présentation à proposer. Et puis si c'est validé, bah, du coup les financements ils arrivent. Aujourd'hui, surtout sur des projets un peu lourds comme on avait avec Mathieu Crépel, c'est des financements qui sont un peu plus gros et du coup bah, il faut essayer d'aller chercher un peu à droite à gauche, quoi. C'est de plus en plus compliqué parce que c'est vrai que dans l'industrie du surf par exemple, ça s'est quand même bien pété la gueule et il n'y a plus beaucoup d'argent, il y a de moins en moins de gens sponsorisés, de gens qui arrivent à en vivre, donc c'est pas forcément évident, quoi. Mais bon, on y arrive, hein, puis... Ouais, je vais creuser la partie budget parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet hein, dans le surf, mais on a parlé avec Antoine Martin dans le windsurf ou en fait, dans tous ces sports-là, on a l'impression d'en voir de plus en plus, mais il y a de moins en moins d'argent. Et moi, on me pose souvent des questions quand on me dit, voilà, quand tu rencontres ces gars-là, c'est intéressant de savoir un peu comment ça fonctionne. Est-ce que par exemple, le trip en Namibie, ça coûte combien de monter un truc comme voilà, ça? je me souviens comment j'avais, mais tu vas rigoler, hein, comparé au trip, je pense, quand tu vois Romain Grosjean ou comme ça, on n'est pas dans les mêmes sphères, là. La Namibie, je crois que j'avais eu une enveloppe de 17 000 euros. Ah, bah. Non, mais parce que en payant le caméraman, le photographe, le 4x4 sur 5 semaines, parce que c'est un 4x4 pour rouler dans le désert avec la tente sur le toit, tout ça. Ouais, enfin, donc c'est déjà 17 000 euros à aller chercher, quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Mais après, les films avec Mathieu Crépel, le premier en Alaska, c'était 60 000 euros de budget. Hein. Logistiquement, c'est assez lourd, quoi. On était 6. Il y a toute une partie en montagne, en camp de base. Après, il y a toute une partie en rivière, toute une partie à l'océan, donc ça coûte cher. Et puis après, donc voilà. C'est les expéditions Odyssea que tu fais avec Mathieu Crépel, hein, qui est un champion du monde, peut-être champion olympique de 3 fois champion du monde médaillé aux X Games, JO, enfin bon, c'est un peu la légende du snowboard. Puis en plus, c'est le genre de personnage qui est très doué, c'est-à-dire techniquement et au niveau de la compète, mais par contre, c'est un puriste au niveau du style et tu le mets dans un snowpark ou en Alaska, dans les plus grandes faces, il est aussi à l'aise dans l'un que dans l'autre. Donc ça a été un super guide pour moi qui n'étais pas un adepte de la montagne, enfin de la haute montagne comme ça. Partir avec lui et marcher dans ses pas et puis vraiment apprendre plein de choses tous les jours, c'était génial. Et donc ces trips Odyssea, hein, l'idée c'est de partir, de suivre le chemin de l'eau, hein, de partir d'une montagne, de la snowboarder, enfin descendre en snowboard, enchaîner dans de l'eau vive en kayak, je crois. Ouais, ça dépend le support, ça dépend de la rivière en fait, du tirant d'eau, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, c'est le concept, c'est l'association que Mathieu et son père ont créée il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Du Flocon à la Vague, et qui avait pour but, avec un parcours sportif, de retracer donc le chemin et le cheminement de l'eau depuis les montagnes jusqu'à l'océan. Et de montrer, alors à la base, c'était tout un parcours pour sensibiliser à l'environnement en disant qu'en fait, tout ce qu'on met dans les rivières ou dans les montagnes a un impact sur l'océan, parce que tout est interdépendant. On a tendance à l'oublier, tout le monde dit les plages sont dégueulasses ou l'eau de mer est dégueulasse, mais c'est souvent parce que les rivières se chargent en pollution avec les terres agricoles ou dans le passage des villes. Donc c'est à vraiment remettre en avant un peu l'interdépendance des différents environnements. Et du coup, après, pour montrer ça de manière un peu, avec une histoire, il y a un parcours sportif où du coup on glisse sur la neige, après on glisse sur l'eau et on finit par glisser sur les vagues. Et on a tout un voyage au fil de l'eau, quoi. Donc c'est un peu poétique, c'est un peu... c'est tellement, je crois qu'il y a des visées aussi pédagogiques hein, dans l'association. C'est un gros travail avec les écoles. Ils sensibilisent beaucoup d'enfants dans toute la région ici. Puis maintenant, il y a une antenne en Bretagne, il y a une antenne dans les Alpes. Ils font un gros travail de sensibilisation avec des manuels pédagogiques, scolaires. C'est vraiment super ce qu'ils font. Ouais. Je vais tirer le fil sur le budget, je reviendrai sur la pollution et on va reparler des trips. J'adore parler d'argent. Ça, c'est intéressant. Donc quand tu fais ton film à 17 000 euros en Namibie, le trip est payé.
Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu arrives à vendre des droits? Comment ça fonctionne? Comment tu arrives à dégager une REM là-dessus? Comment tu Alors fonctionnes? moi à la base, de toute façon, c'est on va dire que le premier travail que j'ai, enfin celui qui me paye, c'est mes sponsors. Donc moi j'ai mon budget pour moi, enfin où je suis payé pour vivre. Et après les projets c'est un peu indépendant, c'est-à-dire que par exemple avec les 17 000 euros, j'ai payé mon caméraman, mon photographe, le montage. Il y a plein de choses à payer, les droits musicaux, tout ça. Moi les trois quarts du temps, j'ai plus rien pour moi. Mais je me le mets même pas dans l'enveloppe souvent. Et après, là par exemple pour le Liberia, qui est vraiment un film qui va bien marcher je pense, donc on a vraiment une bonne distribution. Et par exemple si là on le vend, oui là comme je suis auteur aussi et que j'ai plusieurs casquettes, il y a un moment, oui, si le film se vend bien, là je récupère de l'argent dessus. Ouais. Et après il y a les droits télé aussi, alors là on va rentrer dans des trucs, mais avec la SCAM, c'est-à-dire que dès que je passe à la télé sur un film qui passe sur Ushuaïa, l'équipe TV, n'importe quelle chaîne. La télé française donne des droits d'auteur. Donc là, vu que j'ai quand même 4 ou 5 films qui passent souvent, qui sont rediffusés, ça fait toujours de l'argent qui tombe. Canon. C'est technique. Ouais, non, c'est technique. Mais voilà, je te dis, c'est intéressant parce que voilà, cette économie du surf, et toi en plus, tu incarnes le free surfer, quoi, tu vois. Et c'est rigolo de se dire que de plus en plus, il y a toi, il y a, je pense à Benjamin Sanchi qui fait alors, dans un autre style complètement, mais qui est un peu dans cette économie de je fais pas des compètes et je vis sur le truc. Mais à la limite, Justine Dupont, pareil, elle fait presque plus de compète, elle fait son truc via Red Bull. C'est des économies, quoi. Moi, depuis que je suis gamin, c'est vrai que la compète, on est obligé. C'est pas mal d'en faire pour se forger un mental, pour être quelqu'un qui se met des objectifs. Très rapidement, je me suis senti limité dans mon approche de l'aventure, de la découverte, de la curiosité, parce que c'est vrai que quand tu fais des compètes, t'es dans un hôtel, t'es enfermé, t'es focus, tu vois rien du pays, tu parles pas vraiment avec les gens, enfin t'es dans ta bulle. Bon, bah, j'ai fait mon temps et puis je me suis dit que c'était beaucoup trop limité pour ce que j'avais envie de faire. Et en plus, ça c'est plus ou moins bien allé avec l'état général des choses, c'est-à-dire que avant, on était dans les années 90, c'était vraiment la compète, on était dans le côté sportif, avec la performance qui était très importante. Et aujourd'hui, ça va avec le monde, hein, avec tout ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens ont besoin de belles histoires, on a besoin de sens, de valeur, on a besoin de curiosité. Et c'est vrai que voir un mec qui fracasse une vague, c'est super, mais ça parle aux surfeurs, quoi, ça parle pas aux autres. Les sponsors, et surtout les médias en fait. Parce que si tu veux gagner de l'argent par exemple avec des sponsors, soit tu es très très fort en compète, soit tu es dans les médias et du coup tu participes à la bonne image de la marque. Pour être dans les médias, il faut soit raconter une belle histoire, soit avoir quelque chose à dire. Et en fait, les médias, avant, parlaient des compétitions, et aujourd'hui, les médias n'en ont rien à faire des compètes, quoi. T'as pas un mag qui fait des comptes rendus de compétition. Donc on veut voir un surfeur qui part en Alaska, ou qui traverse la Namibie, ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc du coup, je me suis retrouvé bien dans les petits papiers. Et puis en plus, comme j'aime bien écrire et que j'aime bien toucher à tous ces trucs-là, c'est un bon package quand j'arrive à voir un magazine. Il y a les photos, le texte, il y a tout qui est prêt, quoi. Du fond. Voilà, donc ils sont contents. T'es un bon client, c'est vrai. C'est vrai, c'est cool. Et alors, ça va pas être facile, en préparant cette interview, j'avais envie qu'on parle de voyage, mais c'est vrai que t'en as tellement fait. Je me suis dit, on va pas enchaîner tous les voyages que tu as fait et tout ça. Et en revanche, alors, du coup, ce qui m'intéresserait, c'est est-ce que tu pourrais me donner c'est quoi ton meilleur souvenir de voyage, d'expédition? Vraiment le truc qui ressort aujourd'hui? Je pourrais te dire vraiment l'Alaska par exemple, parce que c'est quand même le truc qui pour moi symbolisait absolument l'aventure. Tu vois, toutes les étagères là, c'est que des Jack London. Donc si tu veux, l'Alaska pour moi, ça avait c'était quelque chose de presque mystique, tu vois. Donc évidemment que l'Alaska. Alors je vais te dire, moi, et pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez vu Damien, il a une voix bien rauque. Ceux qui n'ont pas encore vu les photos sur Insta, il a vraiment le look du surfeur à la barbe. Et moi, c'est vrai qu'il y a un truc pour moi, si je prends une image de toi, c'est les images que j'ai vues en Alaska et les photos que tu as avec des ours, quoi, qui sont juste Enfin, des ours, des grizzlies, quoi, des trucs énormes. Et donc, bon, donc c'est l'Alaska. Non, c'était vraiment ça. C'est l'époque où je m'étais rendu compte que je trouvais qu'il y avait eu un peu un divorce entre l'esprit d'aventure et le surf. Je trouvais que les gens partaient surfer, ils étaient dans des hôtels avec le wifi, et qu'en fait, il n'y avait pas comme en montagne, par exemple, où on se dissout dans la nature, où on est vraiment, tu vois, tu peux pas tu peux pas aller à l'hôtel le soir une fois que tu as surfé. Tu sais. Par exemple, tous les mecs qui surfent à Hawaï, une fois que tu as surfé ta vague de 5 mètres, de 10 mètres, c'est très dangereux, mais le soir, tu peux boire une bière au bar de l'hôtel. Et je trouvais que, par exemple, dans la montagne, dans les récits de montagne, les mecs, une fois qu'ils ont grimpé une montagne, ils dorment sur la montagne, ils ne s'extraient pas du milieu, ils s'y dissouent. Donc je trouvais ça vachement intéressant comme approche.
Et en Alaska, c'est exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire qu'on était dans la forêt, au fin fond de... Enfin, c'était vraiment loin de tout, et c'était un endroit où il y a beaucoup de grizzlies, et il y a des rivières à saumon. Donc, Alors, explique-nous, t'étais dans quelle région de l'Alaska? alors en gros, tout le monde imagine que c'est le nord, et en fait le nord c'est la toundra, c'est tout plat, c'est rempli de marécages et de moustiques, et l'hiver c'est plein de neige. Et en gros, c'est le sud-est où tu as toutes les montagnes, c'est là où tous les mecs vont faire du snowboard, c'est là où tu as tous les alpinistes, donc c'est le sud-est, c'est vers en gros, c'est la capitale économique, je crois que c'est Juneau, vraiment la frontière du Yukon et du Canada. Et en fait, t'as des forêts gigantesques, des forêts pluviales tempérées, donc il pleut énormément. Et bon, il y a des loups, il y a des grizzlies. Tu pêches ton saumon, tu le manges, tu essayes de pas laisser traîner de trucs dans le campement pour pas que les ours viennent. Et puis des fois, la nuit, tu les entends venir sentir la tente et tout. Donc c'est vraiment au début, t'es vraiment pas rassuré. Et puis après, tu commences à t'habituer, parce que j'ai fait 2 mois là-bas, et après je suis reparti pour un autre voyage d'1 mois et demi. Donc l'ambiance, c'était dans ta tente D4 2 secondes, t'entends un ours qui vient renifler. Ouais, ça arrive, ouais. Ils sont pas habitués à avoir des gens camper là, parce que il n'y a pas grand monde qui vient camper. Les ours voient pas grand-chose, mais ils viennent sentir. Comme c'est une odeur peut-être qu'ils connaissent pas, donc ils viennent, ils se rapprochent, ils ont senti que le feu, il y avait eu un peu de saumon par là, ou un peu de truite. Puis en fait, on comprend tout de suite le comportement de l'ours, c'est que dès qu'il stresse, qu'il ne comprend pas l'odeur en fait, il va commencer à souffler de l'air très fort. Et puis il va se barrer en courant. Donc on entend des bruits, des craquements, et puis d'un coup, t'entends souffler de l'air, et puis t'entends l'ours qui part en courant. Et le lendemain, tu te réveilles, tu vois les empreintes devant la tente, tu dis ah oui, t'es joli quand même. C'était un beau bébé. Et c'est quoi l'ambiance dans la tente, quoi? T'es pétrifié de peur la première fois? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vachement étonnant. En fait, il y a un truc, on en parlait avec mes copains avec qui j'étais là-bas, on était 3. C'est fou, il y a un truc psychologique, t'as l'impression d'être dans une forteresse dans la tente. Dès que tu pénètres dans la tente, t'es là, alors que c'est une tente, quoi, tu vois, en nylon, mais t'as l'impression qu'il peut rien t'arriver, t'es dedans, et au final, j'ai pas le souvenir d'avoir eu peur pendant la nuit, ou... Enfin, il y a eu des moments, des fois, où quand on rentre du surf un peu, sur des spots un peu éloignés, et qu'on doit traverser la forêt de nuit noire, que tu vois rien, et bon, du coup on fait du bruit, tu vois, on claque des mains pour avertir de notre arrivée, mais je me souviens pas avoir eu vraiment peur. Je me sentais trop bien en fait là-bas. Je voulais pas rentrer après. Et j'ai écouté quelques trucs de photographes animaliers qui expliquaient qu'ils arrivaient presque à créer une relation parfois, c'est-à-dire qu'en restant très longtemps, l'animal s'habitue à sa présence, qu'en restant assez calme, assez cool, en faisant pas de bruit au début, eh bien l'animal, ça pouvait lui donner envie de revenir, et que même à un moment on pouvait presque avoir une relation entre guillemets, mais en tout cas créer un contact visuel sans que ce soit forcément une opposition. C'est un truc que t'as ressenti ou De toute façon, l'ours, enfin moi j'en ai croisé je sais pas combien, où il s'arrête, il te regarde, mais j'ai des images où on voit, je suis face à face, je bouge pas, il y a un ours en face qui me regarde et qui bouge pas. Et en fait, ça se passe bien, quoi, parce que il faut comprendre un peu. Moi, j'avais beaucoup lu, j'avais étudié pas mal les ours, et après, avant d'aller camper avec mes amis, j'ai passé 2 semaines avec un des plus grands trappeurs d'Alaska, qui est dans la défense des ours, pour apprendre un peu le comportement. Je me suis pas jeté comme ça, sans savoir, tu sais, avec l'idée du petit français qui arrive très romantique et qui se fait bouffer au bout de 2 jours. Chris McCandless, si tu nous écoutes. Non, et du coup, t'as vraiment le comportement. C'est-à-dire que tu vois l'ours, s'il est nerveux, tu vois les mouvements de tête, les oreilles et tout. Et puis souvent, généralement, ça se passe très bien, quoi. Il y a juste quelques trucs qu'il faut savoir. C'est par exemple, la mère, ça peut être un danger si elle veut protéger ses enfants, ses bébés. Donc, quand tu marches dans la forêt, le gros danger, en fait, c'est sans faire exprès, te retrouver entre la mère et les petits, quoi. Et tu sépares les deux. Et là, la mère, par contre, elle va venir sauver les petits, quoi. C'est pour ça que quand tu marches dans les bois et qu'on voit pas bien, il faut essayer de faire du bruit un maximum pour avertir de son arrivée, quoi. Cette période-là, confinement, déconfinement, patati patata, est-ce que ça te manque, le voyage? Est-ce que tu es en manque? Ou est-ce que tu t'es dit, je suis pas mal ici, en fait, pourquoi je bouge tout le temps? Déjà, je bouge pas tout le temps. Non, mais parce qu'on a l'impression, parce qu'évidemment, ce que je poste sur Instagram, c'est mes photos de voyage. Ici, je fais pas de photos, je fais rien. Donc, mais vraiment, c'est-à-dire que les projets mettent du temps à se préparer. Et par exemple, un surfeur compétiteur, il fait 30 pays par an, quoi. Moi, j'en fais 2, quoi, tu vois. Et par contre, je prends le temps de le faire. Mais par contre, oui, ça me manque. Alors, je suis hyper bien au Pays Basque, je suis très bien ici. C'est vraiment l'endroit où je veux vivre. C'est là où j'ai mes racines. Je suis très, très bien ici. Et c'est toujours
un grand bonheur quand je rentre ici avec ma famille, mes amis. Mais c'est vrai que j'ai encore même à 36 ans, j'ai encore le démon du voyage, de la découverte. Et j'ai plein de rêves encore à faire et des endroits que j'ai aimés, que j'ai envie d'y repartir pour continuer un peu l'aventure. Et là, en ce moment, oui, ça fait 6 mois que j'ai pas bougé. Je commence à avoir, comme ils disent en Amérique du Sud, tengo hormigas en el culo. Ouais. Alors du coup, je te pose cette question. C'était quoi la fois où le plus peur, ou la plus grosse galère La plus grosse galère, je pense que c'était vraiment dangereux, c'est quand j'étais pas mal plus jeune, je traversais une partie de l'Amérique latine, du sud, et en faisant un 6000 mètres, c'était mon premier 6000 que je faisais, enfin d'ailleurs le seul 6000 que j'ai fait, j'en ai pas refait depuis. Et ça s'est assez mal passé parce qu'on est tombé dans une énorme tempête avec la foudre, on était sur une crête, le guide qui était avec nous on l'a perdu, enfin le mec il a disparu, enfin bon c'était n'importe quoi. Je me suis dit ok, donc c'est vraiment la haute montagne, il faut vraiment faire gaffe quoi. Faut vraiment faire gaffe, à 6000 mètres t'as plus d'air, tu respires mal, on s'est perdu quoi dans la tempête de neige et tout, c'était flippant. Et t'en as tiré un enseignement. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? J'ai eu 2-3 expériences un peu comme ça où je me suis rendu compte que il faut vraiment garder son calme, quoi. Dès que tu paniques, mais tu fais n'importe quoi, c'est fou. Et en montagne, c'est hyper dangereux parce que tu as des crevasses, il faut surtout pas paniquer et commencer à s'agiter dans tous les sens, quoi. Après, comme je l'ai dit, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que dans des moments comme ça, on a tendance un peu à paniquer, à être dans l'angoisse. Mais je pense que c'était l'enseignement et puis de pas prendre à la légère. Ouais, la haute montagne, c'est vraiment un truc. Faut vraiment faire gaffe. C'est pas le petit pique-nique, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment chaud. Mais ça, le fait de rester cool et zen, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le surf, quoi. Tu vois, c'est de pas paniquer quand t'es sous l'eau. Ouais. C'est ça, en surf, en fait, quand tu restes sous une vague, t'as l'impression que tu restes hyper longtemps sous une vague, mais au final, si tu restes 10 secondes, c'est déjà énorme. Et tu vois, je crois que le record, je me demande si c'est pas mon pote Steph Iralour qui a ça, le record, s'il a passé 2 vagues sous l'eau, en gros 50 secondes sous l'eau, et c'est monstrueux, quoi. C'est comme si tu faisais en statique 5 minutes presque, tu vois. T'as l'impression d'avoir passé une éternité, et en fait, c'est vraiment, il faut être super calme, il faut arriver à... Mon pote Steph Iralour qui surfe des vagues de 20 mètres et il a une technique de sophrologie. Quand il prend une vague de 15 mètres sur la figure, il va sous l'eau, il a toute une démarche où il fait un gâteau au chocolat en fait. Donc, superbe, tu me fais. C'est lui qui a la technique gâteau au chocolat, on en a parlé dans ce podcast avec Stéphane Toureau qui est champion du monde d'apnée. Ben voilà, c'est ça. Et ben lui il fait ça et donc les œufs, la farine, tout et puis à la fin le four. Et le problème c'est que la dernière fois il a eu le temps de faire 2 ou 3 gâteaux et il était toujours pas remonté à la surface. Donc ça a commencé à poser problème. Ouais. Alors toi, tu es free surfer, voyageur. Je l'ai dit dans l'intro, tu es membre de la Société des explorateurs français. Tu disais là que tu avais un peu des fourmis dans le cul pour voyager. En espagnol, ça sonne mieux. Ouais. Si là, tu pouvais partir, tu pars très souvent en duo. Donc la Société des explorateurs, c'est une confrérie, une bonne pépinière de personnes extraordinaires. T'aimes aussi beaucoup l'écriture, les écrivains. Ce serait qui ton binôme de rêve ou fantasmé pour partir Bah déjà, je vais rendre à César. Non mais déjà, mon binôme absolu, c'est avec Mathieu Crépel. Bien sûr. Et après, là, je suis en train de faire un projet avec Corentin de Châtel-Perron, qui est donc à la Société des explorateurs aussi, et qui est le capitaine de Nomades des mers. Je sais pas si tu connais. Non. Non, c'est exceptionnel ce qu'ils font. En gros, ce gars-là, il a construit un bateau en toile de jute au Bangladesh. Il était dans une base navale. Pour prouver que ça fonctionnait bien, il avait 23 ans, un truc comme ça. Il est rentré du Bangladesh avec sa petite coquille de noix en toile de jute et avec des mains en bambou, enfin tout ce que tu veux, enfin le périple incroyable. Et puis il s'est rendu compte qu'il voulait atteindre l'autonomie comment se débrouiller avec les moyens du bord quand on n'a pas grand-chose. Et donc il a développé le concept du low-tech, l'inverse du high-tech. C'est-à-dire que le high-tech, c'est tout ce que tu peux pas réparer, tout ce qui est un peu électronique. Et en fait, lui, il s'est dit, mais il y a plein de choses qu'on pourrait faire, surtout dans les pays où ils ont rien, où on pourrait leur donner une autonomie au niveau de l'alimentation, de la gestion des déchets, de l'énergie, de plein de choses. Et en gros, ils ont commencé à développer donc les low-tech ils ont pris un bateau laboratoire, ça s'appelle Nomades des mers. Ça fait 4 ans qu'ils font le tour du monde, là. Et ils vont à la rencontre des inventeurs, des géotrouve-tout qui est un peu partout sur la planète, surtout dans les pays en voie de développement où il manque un peu certaines choses. Ils essayent de trouver des inventions, ils font des tutoriels avec des plans détaillés qu'ils mettent sur Internet en open source pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc c'est vraiment intéressant et j'ai navigué avec eux, on a fait toute la côte du Mexique l'année dernière.
C'était plus... il n'y avait pas de projet derrière, mais du coup, forcément, il y en a un qui arrivait. Et donc là, on est en train de travailler sur un projet au mois de janvier à Cuba, où du coup, je rejoindrai Nomades des Mers et on essaierait de mélanger le low-tech et le surf. Je ne vais pas en dire plus, je garde la surprise. Mais t'as des spots à Cuba, ça surfe un peu? Ouais, bah après, encore une fois, le surf c'est accessoire et c'est presque un prétexte. Mais après, je trouvais que eux, en fait, ils seront dans cette zone-là, donc j'avais vraiment envie de les rejoindre à Cuba. Parce que je trouvais qu'il y avait une résonance particulière Ah sur bah ouais. eux qui font le low-tech, qui développent le low-tech. Et là, on est sur l'île low-tech par excellence. C'est-à-dire que ça fait 60 ans qu'il y a un embargo où les mecs, ils n'ont même pas de pain de mousse pour faire une planche de surf. Ils n'ont rien. Donc, du coup, le système D, la débrouille, c'est vraiment l'île par excellence. Donc, je me suis dit, mais c'est vraiment l'endroit où j'aimerais qu'on fasse ça. Et puis, du coup, si on arrive à faire la planche comme j'aimerais qu'on la fasse, peut-être qu'on peut leur donner la technique et que eux après pourront faire des planches comme ça, quoi. Ah, ouais, j'avais vu moi un peu des surfeurs surfer à la Havane sur le Ouais, fond de mer, mais sur des bouts des bouts de des, bois ou ouais, des des trucs. trucs qui ressemblaient à rien. Ils utilisent souvent les isolants des réfrigérateurs. Ils démontent leur frigo, et ils prennent l'isolant qu'il y a derrière et ils en font un pain de mousse pour faire une planche. C'est fou, hein. Tu te dis, mais on se rend pas compte ici, dans l'opulence dans laquelle on est. Énorme. Donc voilà, donc c'est une prochaine expédition, en tout cas Ouais. un rêve, un partenaire de rêve, Corentin et Ouais, Cuba, ouais. Et après non, je pense que j'adorais faire un truc avec un écrivain aussi. Ouais. Je suis pas mal pote avec Cédric Gras, qui fait des très beaux voyages aussi, qui est spécialisé de la Russie, pas mal. Mais c'est vrai que par exemple, aller en Russie avec quelqu'un comme Cédric qui a passé 10 ans là-bas, qui a ouvert une alliance française à Vladivostok. Bon, ben là, t'arrives avec des mecs, tu mets tout de suite les pieds dans dans le sujet, quoi. dans le Jura. Donc c'est bien, ouais, j'aime bien ça, faire ça. Ouais. J'aime bien souvent partir en montagne avec Mathieu Crépel, en Russie avec Cédric Gras ou un autre, naviguer du coup avec quelqu'un qui peut vraiment t'apprendre, quoi. Et du coup on mélange les expériences, on essaie de mélanger chacun notre vision des choses et puis je trouve que ça marche vachement par ping-pong et ça fait un peu opposition au sport de haut niveau qu'on a pratiqué où on est très individuel et on n'est pas du tout dans la recherche de partage, quoi. On est dans voilà, c'est la performance et là du coup c'est plutôt l'inverse, quoi. Ouais, c'est top. Et l'époque, elle veut un peu ça, hein. Ouais. C'est-à-dire que c'est de moins en moins vertical, tout se croise. Le foil, on parle beaucoup de foil dans ce podcast, un truc qu'on retrouve dans la voile, dans le surf, Ouais. dans le kite, le wing. Et c'est marrant, et c'est un truc qui est en train vraiment de se développer. Moi, j'étais hyper surpris, par exemple, que le foil, ça suscite autant d'adhésion chez les surfeurs. Tu vois, en général, il y a certains surfeurs qui peuvent être un peu réfractaires à ce genre de choses ou de nouveautés. Et là, j'étais hyper surpris que ça prenne autant, quoi. Les gars qui sont réfractaires, c'est par rapport au danger des gens qui ne savent pas Ah non, l'utiliser. mais ça c'est autre chose. Parce que Ça, je c'est connais encore autre chose. personne qui est réfractaire au foil pour l'activité elle-même. C'est plutôt de prendre un foil au milieu de tout le monde parce que tu tues quelqu'un avec ça. C'est vraiment hyper dangereux, quoi. Non, mais c'est vrai que ce que tu disais sur l'utilisation du foil, tu vois, avec les bateaux du Vendée Globe, ou dans toutes les disciplines maintenant, c'est incroyable. Un John Florence, tu vois, il va surfer, mais il va aussi essayer de direct le foil. Il adore faire de la voile. Toi, c'est ce que tu portes, hein. Ouais. Tu t'intéresses à tout, quoi, tu vois. Et je trouve que elle est sympa, cette évolution du sport. C'est vrai que je pense que tu as raison que c'est en train d'évoluer, mais même comme tu dis, John Florence. Mais en fait, en plus, je pense que par rapport à l'endroit où on vit, à Hawaï, par exemple, c'est vraiment des watermen. Ils font la course de la Molokai en pirogue hawaïenne. Après, c'est des gars qui connaissent les vents parce qu'ils sont sur des îles. Donc, et c'est vrai que ça me fait penser un peu à la Bretagne. La Bretagne, les surfeurs, ce sont des vrais marins. C'est des gens qui connaissent la mer, qui connaissent le large, qui connaissent la voile, qui connaissent la plongée aussi parce qu'ils vont pêcher, ils vont ramasser les araignées. Et moi, j'adore ce sentiment océanique au sens large, quoi, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'endroits dans le surf, c'est vraiment surf pour le surf, et donc c'est des plagistes, quoi, les mecs. Ah, c'est pas des marins, quoi. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Moi, je vois même mes copains ici, il y en a la moitié maintenant, ils vont en mer. Et comme nous, on va englober ça même plus large. Nous, on a la chance d'avoir les montagnes qui tombent dans la mer, donc on va de plus en plus vers l'intérieur des terres pour aller en montagne et retrouver un peu de calme. C'est vrai que c'est chouette. Avant, je suis d'accord avec toi, avant, c'était vraiment, on était encore une fois dans la performance, donc on fait du surf, on fait du surf, on fait du surf. Aujourd'hui, j'ai l'impression il y a une autre approche un peu, ouais. Ça me fait marrer, j'ai souri quand tu m'as parlé de Sens Marin en Bretagne, parce que une des premières fois que j'ai pris des cours de surf, c'était en Bretagne. On est arrivé, le plan d'eau était saturé et dégueulasse, et le gars nous a dit
Bon, alors là, vous allez bien travailler votre sens marin, quoi. Ouais. Donc, on a pris des tas pendant 2 heures et on n'a Ouais, pas en trouvé. Bretagne, en Bretagne, on en rigole beaucoup avec les. Là, j'étais au mois de juin en Bretagne, j'adore aller là-bas. Et on rigole parce que quand on entend les Bretons parler tu vois, de Wingourou, de la météo, c'est-à-dire qu'ils ont 1 million de facteurs et de paramètres pour analyser la météo. Et nous, si tu veux, c'est vent d'ouest ou vent d'est, et puis enfin, la période et la taille de Voilà. vague, quoi. Et eux, t'as la bascule, t'as ci, t'as ça, t'as le marnage, t'as le truc. Putain, c'est une science là-bas, c'est vraiment marrant, quoi. Nous, on est vraiment, c'est tout con ici au Pays Basque. T'as le seul phénomène atmosphérique que tu peux avoir un peu étrange, c'est la brouillarda. Quand il fait très très chaud, très lourd et qu'il n'y a pas de vent, vers 17h, le soir, tu vois les nuages qui passent au-dessus de l'Espagne et qui arrivent sur le Pays Basque. Et là, on sait que ça va péter dans une demi-heure, il y a tout qui pète, quoi. Mais c'est vrai qu'en Bretagne, c'est beaucoup plus complexe et c'est super intéressant. En plus, la côte est très découpée, il y a des îles, il y a des rochers, il y a des hauts fonds, il y a la Manche et l'Atlantique, donc c'est pas les mêmes marées. C'est vraiment super. C'est des scientifiques, les surfeurs en Ouais, ouais, Bretagne. ah bah, ça, c'est clair. Le risque, c'est de passer son temps sur Wingo Ouais, et et à regarder puis quatre sur la sites, route mais, aussi, parce que t'es obligé de faire ouais. beaucoup de route, quoi. Selon la marée, selon le vent, et les mecs en Bretagne, ils bouffent des kilomètres. Alors toi, on parlait du Pays Basque. Toi, t'as grandi ici? J'ai eu pas mal d'années sur Paris, parce que mon père, quand j'étais gamin, a eu un boulot à Paris, donc j'ai vécu loin de la mer, ça a été dur. Et puis dès que j'ai pu, je suis revenu ici, quoi. Donc, t'as vécu combien de temps à Paris? J'ai fait jusqu'à Après, je faisais 4 mois par an ici quand même, mais dès que j'ai eu 18 ans, je me suis barré en fait, et depuis, je sais pas à quel âge je suis arrivé, 3-4 ans, comme ça. Mais t'es né où? À Bayonne, ouais. T'es né à Bayonne Ouais, ouais. et t'es resté jusqu'à quel âge à Bayonne? Je te dis, quand je suis gamin, assez rapidement, mon père est monté sur Paris. Et du coup, jusqu'à mes 18 ans, quoi. Donc j'ai vécu pas mal de temps à Paris. Et t'as ce niveau en surf en ayant grandi loin de la mer, c'est incroyable Ouais, ça. ouais, ouais. Bah après, j'essaie de venir le plus souvent possible. Ouais, j'avais toute ma famille ici. Toute ma famille, tous mes copains. Et c'est vrai que moi, j'ai très mal vécu le fait d'être loin de la mer. Et mes parents, je pense, ne comprenaient pas forcément au début. Mais ouais, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai fait bon, ciao, je me casse, quoi. C'est pas possible. Et du coup, ouais, j'ai vraiment commencé à surfer de manière enfin, voilà, quotidienne. C'était à mes 18 ans, ouais. Incroyable. Mm. Incroyable. Alors donc là, les surfeurs parisiens n'ont aucune excuse, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça. on peut prendre C'est du... ça. Mais non, mais après, du level. j'avais tellement de tout à bout. Mais c'est peut-être ça qui a fait ma motivation aussi, parce que j'avais tellement manqué pendant 18 ans. J'étais tellement mal d'avoir l'impression de passer à côté de ma vie, de pas être heureux du tout dans ce que je fais. Et quand je suis arrivé ici, mais je bouffais tout, quoi. Je surfais. J'étais pas au sport-études, mais je surfais plus que les gars du sport-études, quoi. De- Alors donc t'as fait quoi? T'as eu ton bac, j'imagine? Je l'ai foiré à Paris. Le truc, c'était avec mes parents, c'était t'as ton bac et tu pars au Pays Basque. Et forcément, j'étais en échec scolaire parce que quand t'as pas envie, moi, tu sais, il y a rien qui sort, hein. Si je veux pas, je veux pas, quoi. Donc tu vois, je suis littéraire et pour faire chier tout le monde, j'ai fait ES option maths. Et en fait, j'ai foiré le bac la première fois. Et puis j'ai fait, bon, normalement, j'étais censé rester à Paris, du coup. J'ai dit à mes parents que je partais. Donc au final, ils m'ont rattrapé, ils m'ont mis à l'internat à Cassin, à Bayonne, et puis j'ai repassé le bac. Et puis pour faire quelque chose, j'ai fait une licence de commerce après, le truc, mais Où alors ça? à Bayonne. Ok. Ouais, j'ai pris le seul truc qu'il y avait dans le coin, mais j'étais jamais en cours. Enfin, c'est là où j'ai commencé vraiment à écrire, parce que je me faisais tellement chier en cours de marketing. C'était tellement un truc irréel pour moi, les cours de marketing, que j'étais au fond de la classe, j'ai commencé à écrire des histoires, et des fictions, puis à commencer à construire mes voyages. Et au final, ça n'a pas été du temps de perdu au final. Et donc Mais j'ai là, rien appris en marketing par contre. 21 ans, t'as ta licence, et comment tu vis de quoi au début? Saison, j'ai fait mon brevet de ce prof de surf Ok. pour faire les saisons. Et en fait, après, j'ai rapidement commencé à faire des compètes. J'ai eu un sponsor assez jeune quand même, ouais, 18 ans. Mais j'étais encore à Paris, j'ai commencé à être sponsorisé par O'Neill. Et après, j'ai commencé à avoir des petits budgets, des petits trucs à droite à gauche, puis je faisais les cours de surf, et jusqu'au jour où j'ai fait mon voyage en Alaska qui a vraiment bien marché. Et à partir de là, les gens, enfin, les sponsors comprenaient que j'étais sérieux quand je proposais un projet et il y avait tout un travail sur un film, sur la presse écrite, voilà, sur plein de choses. Donc c'était plutôt un bon investissement. Donc j'ai eu pas mal d'ouverture là-dessus.
Et donc aujourd'hui, j'ai la chance à 36 ans de pouvoir continuer à faire ça. Ah ouais, c'est incroyable. Et alors, O'Neill, il te sponsorise dès 18 ans. C'est parce que Ouais. tu étais le meilleur et tu gagnais les compètes? C'est parce que tu Non. avais déjà un style, une Non, attitude non, parce que j'ai rencontré le mec, on s'est bien entendu, et qu'au début, il me donnait des vêtements, tu vois, et puis en fait, j'ai fait longtemps chez O'Neill, j'ai fait 18 ou 19 ans, donc je crois que je suis le plus vieux en Europe. Chez O'Neill, c'était long, ouais. Et au début, c'est des vêtements, et puis après, tiens, il est champion du monde à Tahiti, j'aurais besoin d'un petit budget pour faire ci, pour faire ça, et puis petit à petit, tu construis tes trucs, quoi. Donc, et puis après, j'ai commencé à être vraiment publié dans les magazines en tant que, un peu, j'étais le seul surfeur qui écrivait un minimum, donc je commençais à faire mes récits de voyage à 20 ans quand je commençais à traverser l'Amérique du Sud, et je commençais à avoir Franck Corbery qui était le team manager Europe, a vu qu'il y avait une espèce de délire un peu Jack Kerouac du surf, machin. Donc lui, il a tout de suite capté le truc. Et il m'a fait passer dans le team Europe, donc plus de budget. Et puis du coup, je lui dis, bah voilà, là, je sais pas, je vais traverser un pays, il me faudrait un peu d'argent pour un photographe ou un truc comme ça. Et ça a commencé comme ça. Et après, l'Alaska a tellement eu de retombées que là, après, ça a ouvert les vannes. génial. C'est cool. Et alors, je disais tout à l'heure je voulais qu'on parle un petit peu pollution avec ce que tu fais avec Mathieu, mais de manière beaucoup plus proche. Moi, parfois, alors, je connais pas bien la région, mais j'entends que quand ici il pleut beaucoup, l'Adour est dégueulasse et que le spot est dégueulasse. C'est vrai? C'est dû à quoi? C'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'image qu'on a des plages pourries, mais par exemple, c'est pas la ville d'Anglet qui pourrit l'eau de mer, quoi. Je pense qu'il y a eu un énorme problème depuis l'agro-industrie, c'est-à-dire le rendement des terres agricoles où, si tu veux, il y a plus rien, il y a plus rien qui retient dans les terres l'eau qui coule. Donc en fait, les rivières se chargent en boue, en pesticides, en tout, quoi. Et après, ça draine énormément de déchets aussi qui sont sur les bords de rivières. Parce que les gens balancent un peu tout n'importe comment. Dès qu'il pleut dans l'intérieur des terres, dès qu'il pleut vers Pau ou comme ça, c'est vrai que nous, l'Adour se charge, se remplit de boue, de merde, et puis t'as tout l'océan qui est pourri après. Et c'est vraiment dégueulasse? Ouais, oui, c'est dégueulasse. Toi, Ouais. tu sors pas du coup? Non, mais ça dépend l'état vraiment du truc. Mais non, ouais, il y a des fois où c'est vraiment quand il pleut pendant 3-4 jours de manière hyper intensive, tu le vois dans l'eau de mer, quoi. Surtout si tu prends, par exemple, tu décolles de Biarritz en avion, que tu rentres chez toi à Paris, tu vois tout de suite la démarcation de l'Adour. Vers les Landes, ils n'ont rien, ça va vers le sud, et tu vois une énorme tache marron. Donc c'est assez problématique, ouais. Là, moi, bonne nouvelle, j'étais ce matin à l'eau, ça fait plusieurs semaines qu'il fait beau. Ah ouais, C'était non, mais là on a absolument de la magnifique. chance depuis novembre dernier, il fait beau, mais tout le temps presque. Donc l'eau est turquoise là, en ce moment. Alors, ces problèmes de pollution, hein, tu les adresses avec Mathieu via l'association, tu les adresses très souvent dans ce que tu écris dans la presse ou dans tes docus. Tu as un nouveau sponsor, moi, que je ne connais pas bien, qui s'appelle Picture, et je ne les connais pas bien. En revanche, j'adore la façon dont ils communiquent et ce qu'ils font. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de ton engagement auprès de cette marque? Ouais, c'est une marque déjà française, et moi ça me fait plaisir, après 19 ans à travailler avec souvent des anglo-saxons, de revenir avec des Français. C'est 3 copains qui ont monté ça il y a une dizaine d'années, et donc plutôt dans les montagnes, dans les Alpes. Et depuis pas longtemps, ils se sont ouverts aussi sur le surf. Donc à la base, c'est une marque Alors, de snowboarders. j'ai cru voir que leur siège social est à Clermont-Ferrand. Il y a Clermont et Annecy, ouais. Ils ont D'accord. les deux, ouais. Ah, c'est cool. Ah ouais, non, ils ont une bonne bande de mecs qui bossent là-dedans. Et du coup, voilà, donc c'était plutôt une marque de sport d'hiver, de snowboard. Et aujourd'hui, ils viennent un peu dans le monde de l'océan, du surf. Et donc c'est vraiment une marque qui a pour vocation, et ils sont vraiment hyper engagés dans le développement durable, donc que ce soit dans le développement de nouveaux matériaux, tout ce qui est emballage plastique, ils essayent de les supprimer un maximum. Et voilà, et après ils ont une démarche avec les sportifs qui sponsorisent, voilà, qui n'est pas vraiment dans la performance. Ils n'ont pas beaucoup de compétiteurs, je crois, vraiment de haut niveau. Ils ont pas mal d'aventuriers, pas mal de... Voilà, ils ont pris, comme je disais, Corentin de Châtel-Perron,
il est venu maintenant chez Picture, du coup, comme ça on Cool. peut faire des trucs ensemble. Et non, et puis c'est super dynamique, c'est des gens qui ont mon âge, les patrons, les trois quarts des gars de la boîte, ils ont 25, 30 ans. Ça marche bien, ouais, ça marche bien. Ils ont une belle image et surtout, ils ont un fond qui est concret, quoi. C'est vraiment pas de la com. C'est vraiment, ils sont très investis, ils viennent de recevoir c'est là où là, je voulais en venir. C'est Ouais. toi, tu te reconnais à 100% là-dedans? Ouais, bah c'est exactement. C'est-à-dire que j'étais chez O'Neill et à la fin, je trouvais qu'il n'y avait plus vraiment de résonance entre ce que je faisais, mes projets et la marque en tant que telle. Et c'est vrai que Picture, ça m'avait proposé et on a discuté et du coup j'ai décidé de partir de chez O'Neill pour aller chez Picture. Parce que là, il y a vraiment, voilà, il y a une résonance entre vraiment la vision que j'ai, les valeurs que j'aimerais porter. Et puis, je suis content de faire. C'est-à-dire que j'aime pas trop faire de la pub pour des marques à la base. Et si je dois faire de la pub pour une marque, il faut que je sois fier de le faire. Donc là, ouais, là, c'est cool. Je suis vraiment content. Ouais. Canon. Sans transition aucune, on va aller sur le thème un autre thème sur lequel je pense j'aurais aimé parler avec toi des heures, mais on va pas pouvoir le faire. Podcast là-dessus. Voilà. Sur la littérature, tu es très branché bouquin. Effectivement, on est chez toi. Je vois ta bibliothèque qui est bien fournie en Jack London notamment. Entre autres. J'ai envie de te poser deux questions, littérature. La première, c'est quoi le lien entre la littérature et le surf? Est-ce que c'est deux choses qui sont complètement différentes et que toi tu rassembles? Ou est-ce que toi, il y a un plaisir que tu retrouves dans la littérature que tu as aussi dans le surf? Alors franchement, s'il faut que j'arrive à faire un pont entre les deux en poussant bien, je dirais, bah, en surf, c'est un moment qu'on partage plus ou moins tout seul avec la nature et la lecture, t'es tout seul aussi, donc c'est le côté solitaire peut-être qui rejoint un peu les D'accord, deux. c'est ça toi qui te Non, qui te mais vient à après, l'esprit. non, c'était pour te faire plaisir, répondre à ta question. Mais non, bah, sérieusement, non, je pense que c'est pas en quoi la littérature m'aide, par exemple, à construire ma vision du surf. C'est plus, moi, je dirais que toute ma vie, elle est construite grâce aux livres. C'est pour moi les modèles de vie. C'est-à-dire que je pense pas être très original et inventer quoi que ce soit. Et je pioche à droite et à gauche dans les écrivains qui m'ont fasciné. Si tu regardes dans ma bibliothèque, c'est que des écrivains quasiment qui ont une vie exceptionnelle sur laquelle ils ont construit leur œuvre littéraire. C'est rarement des philosophes de salon qui conceptualisent des choses sans les vivre. Donc c'est pour ça que j'ai des Kessel, des Sandrard, des mecs qui ont fait la résistance, des mecs qui se sont engagés, j'en sais rien moi, qui ont fait des aventuriers, des baroudeurs, des poètes, des alcooliques, tout ce que tu veux. Et du coup, je pioche là-dedans et ça m'aide énormément à construire qui je suis, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on est tous un peu une espèce de mosaïque de tout ce qu'on a pioché ailleurs. Donc c'est Et vrai ce qui est que marrant, toi, quand tu parles des bouquins, c'est que tu parles des auteurs. Tu parles pas des héros ou des personnages. Ouais, parce que j'allais y venir en fait, c'est-à-dire que les livres vraiment importants depuis que je suis petit, qui m'ont aidé à construire ce que je suis aujourd'hui, c'est souvent des livres où c'est pas des fictions en fait, c'est des mecs qui te racontent, j'en sais rien moi, le Kon-Tiki, tu vois, ou Jack London quand il était correspondant de guerre en Mandchourie, ou des navigateurs qui te racontent leur tour du monde. Et donc ça, c'est des choses qui m'inspirent vraiment sur le côté pratique et surtout après aussi sur l'écriture stylistique. Et après, il y a le côté littérature vraiment romanesque. Et alors là, c'est vraiment quelque chose que j'aime aussi beaucoup. Dostoïevski, Alexandre Dumas. Et là, donc, on rentre vraiment plus dans des personnages. C'est deux choses assez différentes. Mais les deux, c'est-à-dire que généralement, en voyage, je pars avec un gros classique de la littérature que je n'arrive pas trop à lire en France parce que c'est des gros parpaings. Donc en voyage, j'ai le temps de le faire. Et puis, je me prends, j'en sais rien, un Franceschi, un Tesson, un Kessel. Je mélange beaucoup les deux. Ouais. Et est-ce que tu te souviens du livre, du premier livre que tu as lu et tu t'es dit, tiens, il y a quelque chose pour moi, il y a quelque chose de fort pour moi là-dedans? Bah, je me souviens, les deux premiers livres que mon père m'a lu quasiment en même temps, c'était Le vieil homme et la mer et L'île au trésor. Et donc je pense que du coup, il a mis la graine. Il a mis la graine. Et non, ouais, c'est les deux livres. Et après, moi que j'ai lu tout seul, c'était, je pense, Le Petit Prince. Et c'est vrai que ouais, ça m'a vraiment marqué, quoi. L'île au trésor, c'était fantastique. Ouais. Fantastique. Quoi. Et après, très jeune, j'ai commencé à lire pas mal de livres comme ça. Et c'est vrai que Saint-Exupéry a été un auteur que j'ai beaucoup lu. Tout ce qui est voilà, Vol de nuit, tu vois, c'est le livre qui est vraiment dans mon petit musée là-bas. C'est celui-là, il est spécial, Vol de nuit, c'est celui de ma grand-mère. Et c'est un peu comme Le vieil homme et la mer. Hein. C'est le pilote qui est coincé dans la tempête, dans les Andes, et qui ramène le courrier de Patagonie. Enfin, moi, je trouve que c'est génial. Et du coup, c'est vrai que tous ces livres-là, je pense, ont fait germer en moi l'envie d'aventure,
de voir ce qu'on vaut face à la nature, voilà, comment on se débrouille tout seul. Parce que là, c'est vrai qu'on vit c'est ça qui est intéressant dans les voyages comme ça, c'est qu'on sort un peu. Alors, c'est très à la mode de dire on sort de notre zone de confort, donc je vais pas le dire. Mais on est dans des sociétés où déjà le risque n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que le risque animal ou naturel, il est quand même très mesuré. On est en haut de la pyramide. En haut de la chaîne En alimentaire. haut de la chaîne alimentaire. Et c'est vrai que on sait pas trop ce qu'on vaut, tu vois, vraiment, sur la démerde et tout ça. Et quand tu te retrouves par exemple en Alaska pendant 2 mois dans la forêt avec, tu dois pêcher ton saumon, tu dois construire ton feu, tu dois faire ton bivouac, tu dois faire plein de choses comme ça. Tu te sens fier quand même de ne pas t'être fait bouffer au bout de 2 jours et d'avoir réussi à construire ci, d'avoir fait ça alors que t'es pas forcément très bricoleur à la base et qu'au final, tu te rends compte que tu te démerdes. Donc voilà, je sais plus quelle pirouette j'ai fait pour arriver là, mais Non, je te demandais voilà, pourquoi c'était aussi important pour toi. Et ce que tu dis, c'est que à travers ces auteurs, mais aussi certains personnages, il y a un peu cet appel de l'aventure, à se confronter aux éléments et chercher une certaine vérité peut-être. et une manière de penser, c'est-à-dire qu'en fait, on gagne énormément de temps à lire des livres pour comprendre le monde et les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dédié toute leur vie, c'est pas les plus cons ceux qui restent dans l'histoire, donc généralement c'est des mecs qui ont passé leur vie à essayer de comprendre, que ce soit l'amour, que ça soit plein de choses différentes, la nature, le rapport au monde. Probablement dans ce que tu cites, il y a peut-être tout simplement peut-être la raison de vivre aussi, qu'est-ce Ouais, qui fait qu'on est... évidemment, ouais, et c'est vrai que du coup, on pourrait peut-être arriver sans les lire au même résultat, mais je trouve qu'on gagne pas mal de temps en fait quand tu lis, quand tu lis des grands auteurs, par exemple, tu lis Crime et Châtiment de Dostoïevski sur l'âme humaine, tu comprends beaucoup l'homme en lisant ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est des manuels de vie en fait les livres, quoi. C'est vraiment grâce à ça, ça nous aide à penser. Et puis c'est vrai que quand tu lis, t'as l'esprit qui galope, quoi. Moi je sais que dès que j'essaye d'écrire et que j'ai tu sais, le syndrome de la page blanche, que il n'y a pas les mots qui viennent, je prends un bouquin, je lis 3 phrases et pouf, j'ai tout qui me vient tout de suite. C'est vrai que c'est fou, quoi. Tu te mets à lire, il y a le cerveau qui se met en ébullition et les pensées viennent comme ça. Donc je peux pas sortir les livres de ma vie. Il y a autre chose, moi, qui m'a marqué quand j'ai préparé cette interview. J'ai compris que tu avais perdu ton frère lors d'un... Alors j'avais compris lors d'une expédition, d'un voyage. Lui, c'était une expédition pour lui parce que il travaillait sur Paris pendant pas mal d'années dans un studio photo et en fait il avait une femme, il avait la famille, tout qui était bien et il a eu l'appel du monde, quoi. Il y a un moment il me voyait voyager et puis c'était quelqu'un qui lui était plus aventurier que moi encore, hein. C'était quelqu'un qui était un gros démerdard, un gros bricoleur, un mec hyper un peu têtu, tu vois, qui était si on lui dit que ça il peut pas le faire, il va y arriver. Et en gros, il est parti avec un billet simple pour traverser une partie de l'Argentine, arriver jusqu'à Ushuaia. Et à Ushuaia, on lui avait dit mais tu pourras pas aller en Antarctique sans payer ou enfin c'est des trucs. Et en fait, il a squatté au port et puis il a trouvé, comme il est démerdard, il a trouvé un boulot sur un bateau pour aller en Antarctique. Et en fait, il y a quelqu'un qui l'a renversé sur la route et qui l'a tué quelques jours plus tard. Quoi dire, c'est un drame qui détruit une famille, tu remets tout en question, ça devient très compliqué d'avancer, de voyager, surtout les voyages que je fais où tu te retrouves en introspection dans ta tente. C'était complexe. La Namibie, c'était 2 mois après la mort de mon frère, donc j'avais beaucoup de cauchemars, ça n'a pas été très évident, mais par contre, ça fait partie des expériences de la vie. J'ai tendance à penser que on est une génération, on a été biberonné à Hollywood où la mort fait pas partie de la vie, on n'est pas habitué, on n'est pas préparé à perdre quelqu'un. Et voilà, quand ça arrive, c'est la vie, hein. C'est que tous les pays que je traverse, ils sont habitués, ils vivent avec ça, quoi. Et nous, c'est vrai que c'est perdre un frère ou une mère ou un père qui perd son fils, c'est pas du tout dans l'ordre des choses. Donc ici, on a tendance à pas l'admettre, on a beaucoup de mal à passer le cap. Et au final, il faut arriver à... C'est très facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire. Mais c'est de prendre ça comme une expérience c'est la phrase de Malraux, hein, transformer l'expérience en conscience, quoi, et après d'avancer, quoi. T'en fais une force, ça devient une force au bout d'un moment, quoi. Au moment où tu pars quand même en Namibie, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui dans ta famille, le fait
de partir loin, de prendre potentiellement des risques? Ouais, moi je voulais plus partir. Et c'est mes parents qui m'ont forcé à partir. Donc ouais, ça a été dur. Ouais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi à la base je suis pas une tête brûlée, mais c'est vrai que j'ai quand même une pression supplémentaire. C'est-à-dire que bah, mes parents il leur reste qu'un fils, et c'est vrai que quand je fais des choses un peu dangereuses, la mort en tant que telle me fait vraiment pas peur, quoi. C'est pas quelque chose qui m'effraie. Par contre, la destruction qu'elle peut occasionner, enfin, qu'elle peut causer, La responsabilité la envers les autres. responsabilité que tu as, parce que voilà, il m'arrive quoi que ce soit, ça touche le reste de la famille, quoi. Donc bon, je te dis, à la base, je suis pas une tête brûlée et je fais attention à ce que je fais, mais c'est vrai que c'est des choses où on y pense. Et après, il y a toute une perception aussi différente, c'est-à-dire que tu vis les choses différemment. Si tu vis, ton frère il est plus là, donc ma mère me dit toujours d'ouvrir les yeux. Ouais, pour deux, ouais. Pour deux, ouais. Alors, est-ce que le fait de vivre un peu ces expériences pour deux, ou en tout cas voilà, la perte de ce frère et le fait de vouloir ressentir les choses, fait que ce que tu fais me semble avoir pris un petit tournant encore plus social qu'avant, c'est-à-dire il y a non seulement l'expérience à la nature, pas que le surf, le temps long, mais aussi des sujets très récemment sur les migrants, sur les enfants soldats. Ouais, inconsciemment, je pense qu'il y a dû avoir quelque chose. Surtout que mon frère était quelqu'un qui, par exemple, travaillait bénévolement depuis des années avec tous les clochards à Paris. Il était très dans le social aussi. Et peut-être qu'inconsciemment, c'est vrai qu'avant, je partais pour la nature et je partais souvent très loin des hommes. Parce que j'avais pas forcément de grande affinité avec l'humanité entière. Donc je partais dans la nature et je me mettais un peu loin de tout. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les tribus, après le Libéria avec tout un sujet sur les anciens enfants soldats et leur réadaptation dans le monde d'aujourd'hui. Et puis plus récemment, mais ça c'est plus personnel, c'est pas un projet du tout professionnel, c'était avec les exilés qui sont arrivés sur Bayonne voilà, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. Et tu travailles particulièrement avec des associations sur place? Mais il y en a pas mal dans la région, ouais. T'as Ettore Kinekin, t'as pas mal de trucs, et puis t'as le maire de Bayonne qui a ouvert un centre d'accueil. C'était très émouvant de voir au tout début quand ils ont commencé à arriver, parce que l'Italie avait durci un peu ses frontières, et donc la nouvelle route de l'exil passait par l'Espagne et donc par le Pays Basque. Et c'est vrai qu'au début, ils étaient à la place des Basques de Bayonne. Et du coup, il y a eu un énorme élan de solidarité où tous les mecs venaient apporter à manger, venaient passer beaucoup de temps pour les aider à prendre leur billet de bus. Moi, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Du coup, moi, très rapidement, en fait, j'ai un petit... il avait 15 ans, mais il faisait 1m85 quand même. Mais parce que ouais, c'est un grand bonhomme. Mais du coup, qui était un peu mal en point et que du coup, j'ai accueilli chez moi pendant un mois. Et puis depuis, on est tout le temps. Enfin, je m'occupe de lui tout le temps, quoi. Il vient d'où? Il vient de Guinée-Conakry. Il s'appelle comment? Il s'appelle Zakaria. Donc Zakaria, il est parti de Guinée. Ouais, en fait, c'est une histoire que je raconte dans un article là. En gros, Zakaria a perdu ses parents qui ont été exécutés en 2009. Et à 12 ans, il était pas forcément dans la meilleure famille d'accueil du monde. Et du coup, il a pris la route. À 12 ans, il a mis 3 ans pour venir. Il a travaillé pendant 1 an et demi en Mauritanie dans la métallurgie. Il a traversé le Niger, il s'est fait kidnapper par les Touaregs. Après, des histoires hallucinantes. Et puis après, il arrive en Espagne et en France. Et 2 jours après qu'il soit arrivé en France, je l'ai récupéré dans la rue. Et du coup, on est devenus potes. Et maintenant, je fais surfer. Ah ouais, c'est ce que j'allais te demander. Donc tu le fais surfer? Ouais. C'est cool ça. Et il surfe bien? T'es bon prof ou pas? Comme il est grand, je lui ai mis un stand-up pour qu'il tienne debout. De temps en temps, là, il est sur Pau en fait, parce que c'est la protection de l'enfance maintenant qui a repris la relève. Et ils l'ont inscrit dans une formation pour qu'il apprenne un métier. Et il a avec d'autres exilés, d'autres réfugiés, ils ont un appartement. Donc il peut pas venir en Anglade tout le temps, mais dès qu'il a des vacances scolaires, du coup, il vient au moins une semaine ici, quoi. Ok, cool. Donc on essaye de temps en temps de pouvoir aller surfer. Ouais. Toi, je sais que t'aimes partager ta passion, t'en parles beaucoup. J'ai l'impression que t'aimes bien essayer d'autres sports, d'autres activités. T'es plutôt open, toi, on te propose un truc nouveau, t'essayes ou... Franchement, pas tant que ça. Tu vois, mon copain Crépel, là, lui, tu lui dis n'importe quoi, il adore tout essayer. Et en fait, autant je suis curieux,
Autant j'aime pas être nul et débutant, tu vois. Du coup, quand je fais quelque chose, je le fais à fond, quoi. On te voit, on sait ça. J'aime pas trop, donc j'aime bien. C'est pour ça que dès que je commence un truc, je le fais vraiment. C'est rare que je lâche au bout de 3 mois. Il faut vraiment que je. Du coup, non, les autres sports, je fais de la boxe dès que je peux depuis maintenant 7 ans, mais de manière un peu éparpillée. Mais c'est vrai que c'est un sport que j'aime bien sur le côté cardio, sur le côté jeu, sur le côté stratégique, sur le côté. C'est quelque chose qui est bien, surtout avec le groupe qu'on a qui est vraiment top. Et sinon, après un peu de montagne. Et je fais pas mal de chasse sous-marine aussi. Ah, sympa, ouais. Ouais. Ça, c'est un truc que j'aime bien, depuis que je suis tout petit. Ouais. Et puis tu fais ça dans la région? Ouais, après, je prends ça dépend des voyages que je fais, mais j'essaie de prendre mon fusil avec moi souvent et mes palmes. C'est un bon moyen quand tu es sur une île un peu déserte au moins, de manger. Tu peux manger quoi, des poissons perroquets ou des. Et non, c'est cool. Et puis c'est un bon moyen quand on était en Papouasie ou des endroits comme ça. C'est cool, tu ramènes des beaux poissons dans les tribus, les mecs sont trop contents. Ah, c'est magnifique. Tu te régales en plus. Ah ouais, non mais c'est top. Ouais. Donc. Boxe et chasse sous-marine, cool. Faut pas me faire chier. Voilà. C'est ça. Bon, écoute, énorme. On arrive à la fin de ce podcast. Là, je vais te poser la dernière question avant de conclure. Si je devais inviter une personne que tu aimerais écouter sur Mordu, ça pourrait être qui? Je suis vraiment quand même assez fan de Corentin de Châtel-Perron, celui que je te disais tout à l'heure, parce que c'est vraiment. Je trouve qu'il ressemble vraiment, c'est le petit prince des mers, quoi. C'est vraiment le mec. Je te disais que je connaissais pas, mais je suis pas mal les réseaux et j'ai vu passer des images d'un gars qui ressemble à Robinson Crusoe sur un radeau, donc j'imagine que c'est lui. Ouais, sans la barbe, parce qu'il a ce côté très infantile un peu, tu sais, c'est pour ça que je trouve que le petit prince, ça lui va vachement bien. Il a ce côté un peu imberbe et un peu rêveur, et en même temps, je connais pas un adulte qui lui arrive à la cheville dans ce qu'il fait, dans la manière qu'il a de faire les choses, de traverser les océans sur des coquilles de noix, et de construire des choses. C'est-à-dire que c'est un mec tu lui donnes un chewing-gum et un couteau suisse, il te fait n'importe quoi. Et c'est super, je trouve, c'est vraiment super. Et puis son message est tout le temps positif. C'est vraiment quelqu'un qui... Voilà, on n'est pas dans la moralisation, on n'est pas dans le syndrome du Titanic, on n'est pas... Moi, j'aime beaucoup sa manière de faire les choses, de les raconter. Et je suis très heureux de pouvoir le rejoindre pour faire vivre une aventure avec lui. Ouais. Ah génial, écoute, tu m'as donné super envie. Par contre, il faut arriver à le choper quand il est en France, ouais, parce qu'il est pas lui, il est sur son bateau depuis 4 ans. Et de temps en temps, il vient, il faut arriver à le choper. Parce que je viendrai vous voir à Cuba alors. Voilà, c'est ça. Il y a des bons spots de surf, il y a des très bons spots de kite. Voilà, ça parfait. peut être sympa. Nickel. Damien, un grand merci, j'ai passé merci un super à toi, moment, merci pour tout ça. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Allez, salut, ciao. Un grand merci à Loïc Lepillet qui a organisé cette rencontre. J'espère que vous avez autant apprécié que moi ce moment avec Damien. Si c'est le cas, foncez sur son livre « Du flocon à la vague ». Je me suis régalé. Et puisque Damien est un homme qui fourmille de projets, je ne peux que vous conseiller son dernier film, Water Get No Enemies, une claque. Pour le prochain épisode de Mordu, direction la Corse pour de l'outdoor. Nous y rencontrerons Christophe Santini, spécialiste de l'ultra-endurance. Recordman du monde du triple Ironman, Christophe prépare en ce moment la traversée en solitaire de l'Arctique. Il reviendra aussi pour nous sur son Ironman de Nice, un des plus durs au monde, qu'il a fait en binôme avec Kevin, un pote tétraplégique. Cette histoire m'a donné des frissons, j'ai hâte de la partager avec vous. Merci à tous ceux qui nous font part de leurs commentaires via notre Instagram, ça nous fait chaud au cœur. Si vous aimez Mordu, faites-le savoir et mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. 1000 merci de votre écoute et soutien et à très vite sur Mordu.